Bonjour à toutes et à tous. Mars 2021. Nous rentrons dans notre deuxième année de crise sanitaire Covid-19. Pour l'ensemble des banques et de nos clients, les enjeux sont colossaux. Mais sur la relation bancaire au quotidien, cette situation nous contraint à plus de digital. D'ailleurs, cet événement Univers Swiftnet, se tenant habituellement au Palais Brongniart, n'échappe pas à cette tendance et je suis ravi de participer de cette façon, à distance, par vidéo. Alors le digital chez Natixis, et plus particulièrement dans le cash management, c'est une priorité depuis de nombreuses années. Par essence, notre activité est déjà en grande partie dématérialisée. Le principal challenge au démarrage de cette crise a été de maintenir un parcours client toujours aussi fluide et sécurisé, ce avec la quasi-totalité de nos équipes et des équipes de nos clients en télétravail. Ce challenge a été relevé et réussi. Nos clients en témoignent. Chez Natixis, c'était une nécessité puisque nous avons cette particularité d'offrir un service sur mesure avec une proximité client accrue. Alors aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de vous proposer un atelier un peu original car pour ouvrir une discussion sur le cash management autrement, nous avons souhaité faire un atelier autrement. Je vous laisse maintenant dans les mains de Fadi et de Georges qui sont eux dans les studios d'Univers Prod avec un léger différé. Très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous, merci François pour cette introduction. Je suis ravi, et nous sommes ravis, d'être présents aujourd'hui à Univers Swiftnet et que le digital nous permette de participer à cet événement. Je suis Fadi Wissa, je m'occupe du cash management corporate chez Natixis Global Trade. Et aujourd'hui, nous sommes avec Georges Deguimpe de l'innovation produit et on a la lourde mission de vous parler de cash management autrement. Georges, je me tourne vers toi. Cash management autrement, point d'interrogation. Alors côté innovation, comment on fait du cash management autrement ? On va dire que déjà, il faut identifier 3 piliers qui sont assez favorables en ce moment pour porter des sujets d'innovation. Le premier pilier, ça va être vos besoins. En tant que trésorier, vous êtes un acteur assez central dans l'entreprise et donc vous êtes contraint par l'ensemble de l'activité de votre entreprise. Vous devez pouvoir répondre aux attentes de chacun et aller accompagner des business de plus en plus rapides, de plus en plus internationaux et dans des environnements de plus en plus sécurisés. Le deuxième pilier que nous avons actuellement, il va être plutôt technologique. On constate actuellement l'émergence de technologies comme les API ou des initiatives autour de la blockchain qui vont nous permettre, et qui nous permettent déjà dans certaines mesures, de vous proposer des choses un petit peu différentes et d'accélérer un petit peu l'ensemble de votre activité. Et le troisième pilier, pour pouvoir innover, on est dans un système qui est quand même très réglementé et donc il nous faut des socles réglementaires. Aujourd'hui, nous pouvons citer la seconde directive des services de paiement et tout ce qui se passe autour du paiement instantané, qui viennent nous amener un ensemble d'outils, alors certes européens pour le moment, pour proposer des solutions toujours plus rapides, toujours plus sécurisées. Voilà un petit peu sur cette partie innovation autrement. Mais par contre, Fadi, toi, quand on préparait cet atelier, tu me disais que pour toi, le cash management autrement, ça passait également par la gestion du compte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai. La gestion du compte et la gestion même de trésorerie de façon générale. Je reviens un an en arrière, mars 2020, quand le confinement a commencé. Beaucoup de clients ont énormément travaillé la gestion de leur trésorerie, l'analyse des cash flows futurs. Et ils ont aussi voulu assurer la pérennité de leur entreprise, ce qui est logique. Et pour ça, ils ont travaillé à avoir un maximum de cash. Pour avoir un maximum de cash, il y a plusieurs actions qui ont été menées.
On a vu par exemple des tirages de RCF de façon préventive. On a vu des clients qui émettaient des billets de trésorerie. On a vu des clients qui sortaient aussi de certains placements monétaires ou sur d'autres supports. On a eu aussi évidemment des PGE, des prêts garantis par l'État. Et une fois ce risque de défaut un peu éloigné, c'est quand même rapidement poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec un actif qui est du cash, qui coûte 50 points de base. 50 points de base, donc un demi%. Les choses n'ont pas trop évolué pendant l'année jusqu'à fin 2020, où il y a eu un nouveau momentum. Il y a quelques corporates qui se sont posé la question du cash equivalent. Est-ce qu'on doit systématiquement être cash equivalent sur toute la trésorerie que l'on a? Pas forcément. Donc il y en a qui ont cherché des maturités de placement un peu plus longues. Il y en a d'autres qui ont même cherché à prendre peut-être un peu de risque. Et tout ça, c'est pour dire que l'équation, en fait, où avant on cherchait à optimiser, à avoir un maximum de cash sur son compte, elle n'est plus du tout la même aujourd'hui. Il y a un autre sujet de gestion de trésorerie qui est revenu de façon assez récurrente, c'est avoir une visibilité complète et globale sur les positions de trésorerie de toutes ses filiales. Par exemple, quand un client était en cours d'acquisition et qu'il l'avait terminé, mais que l'intégration n'était pas finie, on les a accompagnés pour rapidement terminer ce process. Donc aujourd'hui, la position cash, elle est vue différemment. Mais cette position cash, aujourd'hui, Georges, on sent qu'elle est aussi gérée par les flux. Est-ce qu'on peut peut-être aborder ce sujet maintenant? Bien sûr. Effectivement, la liquidité, après, il faut bien arriver à mouvementer les comptes pour assurer la pérennité du business. Voici, Et avant de parler un petit peu justement de comment on va faire des flux à l'international, je pense qu'il nous faudrait un petit rappel sur comment ça fonctionne, soit en système organisé à l'intérieur de la zone CEPA, soit dans les systèmes internationaux avec le correspondant de banking. Et pour ça, je vous propose de faire appel à Christian Gaume, notre expert leader en cash management, pour qu'il nous explique un petit peu tout ça. Christian, c'est à toi. Bonjour. Effectivement, Georges, il peut être intéressant de comparer les différents systèmes d'échange et de règlement interbancaire que nous connaissons en Europe pour mieux comprendre la problématique posée par les paiements internationaux effectués dans le cadre de ce que l'on appelle le correspondant de banking, un système qui n'a rien à voir avec nos systèmes organisés euros. Je vais partager une première diapositive avec vous qui recense ces différents systèmes d'échange et les classe en 3 catégories. Nous avons tout d'abord les paiements de masse en euros, paiements de masse qui relèvent du CEPA, et qui sont échangés sur les infrastructures Core et Step2. Ces infrastructures sont des infrastructures d'échange. Avant tout, c'est important car le règlement final des positions de chacune des banques est réalisé par Target 2, que nous allons voir un peu plus loin. Ces 2 dispositifs sont complétés par TIPS. Une précision, Core et Step2 fonctionnent de la même façon, simplement Core a une vocation plus historique d'être tourné vers les banques françaises et Step2 a une vocation davantage pan-européenne. Nous venons de voir donc que Target 2 réalisait le règlement final des systèmes exogènes, comme le CEPA. Il permet aussi, ainsi avec EuroOne, de traiter les paiements unitaires en euros de montants élevés, avec souvent un fort critère d'urgence qui nécessite de les régler dans la journée. C'est le cas avec Target 2 et EuroOne. Donc, si l'un fonctionne en net, l'autre fonctionne en brut. Si l'on s'attarde sur la façon dont cela fonctionne exactement, eh bien, travaillons en brut pour Target 2, ça veut dire que les comptes des banques débitrices et créditrices, comptes ouverts auprès de leurs banques centrales respectives, sont imputés directement et en continu du montant de chaque transaction tout au long de la journée, sans compensation préalable. On a à peu près 25 banques centrales et leur communauté de banques commerciales qui participent à Target 2, la Banque centrale européenne assurant le règlement des soldes entre banques centrales. Ces 2 catégories de systèmes d'échange que l'on dit organisés ont pour principal avantage de s'appuyer sur des normes réglementaires, juridiques et techniques très fortes qui permettent d'assurer une parfaite homogénéité de traitement d'une banque à l'autre, de garantir par exemple un traitement STP des ordres de paiement ou un délai d'exécution maximum, par exemple le délai d'1 jour maximum pour un SCT. Nous en venons aux paiements internationaux exécutés en correspondant de banking. Qu'est-ce qu'un paiement international? C'est avant tout un paiement en devise, mais ce peut être un paiement aussi en euros à destination d'un pays non CEPA ni adhérent au système organisé dont je viens de parler. La principale caractéristique de ces paiements internationaux, c'est que les mouvements de fonds en devise ne peuvent avoir lieu que dans leur pays d'origine. Pour cela, chaque banque doit disposer directement ou indirectement d'un réseau de correspondants par devise. Toutes les banques n'ont d'ailleurs pas vocation à développer leur propre réseau de correspondants,
ce qui peut les amener à s'appuyer sur le réseau de banques intermédiaires. L'autre caractéristique concerne les réglementations propres à chaque pays. Elles sont nombreuses, elles s'appliquent au contrôle de conformité ou simplement à la façon de libeller les ordres de paiement. Vous avez tous entendu parler de la façon de payer en Chine, en Russie, où on impose un justificatif de l'objet du paiement. Ou bien des systèmes d'adressage particuliers pour le compte ou la banque du bénéficiaire. Un paiement international peut être réalisé en série ou avec couverture, nous verrons un peu plus loin. La méthode en série consiste ici pour la banque du donneur d'ordre, Natixis, d'adresser un ordre SWIFT MT103 à son correspondant dans le pays de la devise de transfert, ce correspondant dans lequel il aura préalablement ouvert un compte qualifié de compte nostro, et de sorte que le paiement proprement dit ne s'exécute que dans le pays de la devise entre les deux correspondants, celui du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire. Cette méthode, les banques y ont recours quand elles n'ont pas directement de relation de clé avec la banque du bénéficiaire. Il existe également la méthode avec couverture. Celle-ci consiste à adresser directement le MT103 à la banque du bénéficiaire, tout en adressant un message de couverture, un message SWIFT MT202 au correspondant, le paiement, le transfert de fonds se faisant comme dans la méthode en série sur le système local. Je ne m'attarderai pas sur les avantages et les inconvénients des deux formules. Disons simplement qu'avec la couverture, qui est la plus utilisée, l'annonce du paiement parvient directement à la banque du bénéficiaire, ce qui lui permet d'en avertir son client, même s'il est fort probable qu'avant de le créditer, la banque attende de savoir si la couverture a bien été réalisée chez son correspondant. Cette méthode s'avère sans doute moins coûteuse. Elle se heurte cependant aux contraintes réglementaires de certains pays, comme les US, qui réclament aux acteurs bancaires une parfaite connaissance du donneur d'ordre initial et du bénéficiaire final d'un transfert de fonds. Il y a alors un risque de blocage de la couverture quand le paiement est à destination de zones géographiques sensibles. Notez seulement, pour la suite de cet atelier, c'est important, que les services de tracking proposés par les innovations SWIFT GPI tracent à la fois l'annonce du paiement, le MT103, et sa couverture, quand cette méthode est utilisée. En conclusion, les circuits de paiement internationaux sont complexes, comme vous l'avez vu, du fait de l'implication de nombreux acteurs bancaires et des réglementations différentes en fonction des pays. Ça peut être à l'origine de retard, de rejet des opérations, sans que ni le donneur d'ordre ni le bénéficiaire n'en aient connaissance suffisamment rapidement. À cela s'ajoute la prise de frais par chacun des intermédiaires, voire leur déduction du montant instruit, ce qui peut parfois poser problème dans le cadre de closing ou de paiement de taxes. C'est à cet enjeu de transparence que cherchent à répondre les innovations SWIFT GPI, dont il sera question plus loin dans cet atelier. Pour ma part, je vous remercie de votre attention et je repasse la main à Georges et à Fadi. Merci. Merci Christian, c'est très clair. On voit bien un petit peu donc comment ça se passe. Les systèmes organisés, on voit que c'est plus rapide, on est tous connectés à peu près au même endroit et donc ça permet d'aller très vite. On voit que sur les systèmes de correspondants de banking, y a quand même beaucoup d'acteurs plusieurs acteurs qui vont travailler sur la transaction et donc qui vont prendre à la fois des frais et des délais. J'ai bien aimé également le petit rappel sur le mouvement de couverture qui est toujours un petit peu compliqué à comprendre lorsque la transaction est arrivée et qu'il faut quand même attendre cette couverture. Donc une fois que tout ça est posé, si on zoome sur l'international et si on cherche à repartir de vos besoins, Fadi, je me tourne vers toi. Quand tu parles aux corporates, qu'est-ce qui les ferait rêver en matière de paiement international? En paiement international, leur rêve, ce serait du plug and play. Un service qui soit adapté évidemment à leur secteur d'activité, qui soit flexible, une qualité de service sans défaut et évidemment pour un coût qui est très contenu. On travaille aujourd'hui sur plusieurs sujets qui sont assez récurrents sur les paiements internationaux. On a travaillé récemment par exemple avec un groupe dans les énergies renouvelables. Il voulait qu'on soit banque concentrator. Il avait un besoin qui était de traiter toutes ces opérations en devises sur un seul point unique d'entrée, qui était son logiciel de trésorerie. Il voulait aussi suivre au mieux tous les coûts qui étaient liés justement à ces opérations à l'international.
Et bon, notre job, c'est évidemment faciliter la vie des trésoriers et c'est quelque chose sur lequel on a pu l'accompagner. On a aussi travaillé dans le secteur de l'aéro. On avait un client qui récemment nous disait je monitore beaucoup les flux à l'international. Monitorer, tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, en fait, dans l'aéro, ils reçoivent beaucoup de flux en devises, essentiellement du dollar, et qui sont souvent des montants très significatifs. Le boulot du trésorier aussi, c'est de pouvoir prévoir quand une ligne de production va être lancée. Et c'est vrai que dans certains secteurs d'activité, la production, elle peut être un peu tendue. C'est aussi s'assurer qu'il va pouvoir derrière placer le surplus de cash ou tout simplement s'assurer qu'il ait des couvertures parce qu'on peut être sur des devises. Donc là, le besoin vraiment fondamental du trésorier, c'était de s'assurer qu'il peut être le plus réactif dans son job au jour le jour. On a un autre exemple qui est assez récurrent, mais Christian vient de l'expliquer, c'est quand on émet un paiement en dollars depuis un compte USD Natixis vers un compte d'un confrère français au hasard et par exemple à Paris, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une banque correspondante? Je pense effectivement que vous avez tous compris, pour ce troisième exemple, Christian l'a très bien expliqué. Pour les deux autres, si on devait résumer un petit peu les besoins, on voit bien qu'il y a un besoin de traçabilité, soit de façon urgente et unitaire, soit un besoin de traçabilité un petit peu plus industrielle, si je peux m'exprimer ainsi. Ça reboucle un petit peu avec ce que vos partenaires bancaires peuvent vous proposer aujourd'hui comme solution autour de l'initiative de SWIFT qui s'appelle GPI. Mais avant de détailler un petit peu ça, je vous propose de faire appel à Mathieu Dambrun, notre chef produit innovation, qui va nous rappeler un petit peu qu'est-ce que cette initiative SWIFT GPI et surtout comment elle fonctionne. Mathieu, c'est à toi. Bonjour Georges, bonjour Fadi. Alors G4C, c'est l'acronyme de GPI for Corporates. Et donc avant de vous parler de G4C, je vais d'abord expliquer ce qu'est GPI. GPI, c'est l'acronyme de Global Payment Innovation. C'est un projet de SWIFT initié en 2017 qui vise à s'imposer comme la nouvelle norme des paiements cross-border. C'est une initiative de place qui va permettre aux entreprises de suivre leurs virements internationaux de manière homogène dans toutes leurs banques. GPI va apporter de la transparence sur ces virements internationaux. Avant GPI, et même encore aujourd'hui pour celles qui n'en bénéficient pas, de nombreuses entreprises se demandaient si leur paiement était bien arrivé, ou pourquoi leur paiement n'arrivait pas, ou encore pourquoi le montant reçu par le bénéficiaire était différent de celui qu'elles avaient prévu. Eh bien, GPI va apporter des réponses à ces questions. Je vais vous présenter tout d'abord un schéma qui illustre le fonctionnement global de GPI. Pour chaque virement émis, les banques GPI qui sont sur le chemin de correspondant de banking, dont Christian nous parlait tout à l'heure, vont mettre à jour au fur et à mesure ce qu'on appelle le tracker SWIFT, des informations relatives au traitement qu'elles auront pu faire du virement, horodatage de réception, frais prélevés, conditions de change appliquées, horodatage d'envoi à la banque suivante. Et toutes ces informations vont être mises à disposition des autres banques GPI qui participent à l'exécution de ce paiement et qui vont pouvoir elles-mêmes développer des services à destination de leurs clients qui émettent ou reçoivent des virements internationaux. GPI permet donc d'offrir aux entreprises une transparence sur l'état d'avancement de l'exécution du paiement, depuis l'émission par la banque du donneur d'ordre jusqu'à la réception par la banque du bénéficiaire et même depuis novembre 2020 jusqu'au crédit en compte du bénéficiaire, une transparence également sur les frais appliqués et enfin une transparence sur les taux et commissions de change appliqués. Je vais vous montrer maintenant, pour illustrer ces services qui peuvent être rendus par les banques, l'exemple d'une interface homme-machine issue d'un web portal, celui de Natixis. Donc vous allez voir ici comment ces informations peuvent être restituées à un client de Natixis qui émet ou qui reçoit des virements internationaux. Donc nous sommes dans le cas ici d'un virement qui est émis par le client de Natixis. On y trouve ce qu'on appelle la métroline du flux, avec les différentes étapes, depuis l'émission du paiement par la banque du donneur d'ordre, ici en haut, jusqu'à la réception du paiement par la banque du bénéficiaire, ici en bas, et la confirmation du crédit en compte du bénéficiaire. On y trouve également à chaque étape les éventuels frais prélevés, ici au niveau de la banque intermédiaire, ainsi que le taux de change appliqué, ici encore, au niveau de la banque intermédiaire. Alors, nous avons beaucoup parlé de GPI jusque-là, mais pas encore de G4C. Eh bien, G4C, c'est une initiative de SWIFT qui vient enrichir le projet GPI en définissant des standards pour des restitutions pour les entreprises. En ce qui concerne le nombre de notifications restituées d'une part, de manière à ne remonter aux entreprises que ce qui leur est vraiment utile, et en ce qui concerne le format de ces restitutions. Nous voyons ici à l'écran un exemple de portail bancaire qui restitue des informations de suivi à ses clients,
Mais beaucoup d'entreprises sont multibancarisées et émettent et reçoivent des virements internationaux à partir et depuis différentes banques. Certaines préfèrent recevoir les données de suivi brutes provenant de leurs différentes banques pour les intégrer elles-mêmes dans leur système d'information ou leur solution logicielle, plutôt que d'accéder à ces informations en allant successivement sur les portails web de chacune de leurs banques. C'est là que G4C entre en jeu en standardisant les services répondant à ce besoin pour que les informations restituées aux entreprises puissent être intégrées facilement dans leur système. Pour illustrer le fonctionnement d'un service basé sur G4C, voici un schéma animé qui présente cette fois le suivi d'un flux entrant. Donc, on retrouve les différentes banques du correspondant de banking et cette fois, le flux vient de la droite puisque c'est un flux qui va être destiné aux clients de Natixis sur le schéma. L'entreprise bénéficiaire est donc notifiée dès l'émission du virement par la banque de sa contrepartie, ce qui lui donne la preuve que sa contrepartie a bien remis l'ordre de paiement et que celui-ci a été validé par sa banque. Puis l'entreprise est ensuite notifiée à la réception du virement par sa banque. Et si un retard ou un rejet était constaté au niveau d'une banque intermédiaire, elle en serait également informée. Voilà, j'espère que GPI et G4C sont plus clairs pour vous maintenant. Merci Mathieu, c'était très clair. Donc on voit bien un petit peu que finalement ce qui peut répondre aux besoins que tu rappelais, Fadi, ça va être l'ensemble des solutions autour de cette initiative Swift GPI, avec nous ce qu'on appelle chez nous la gamme de produits MyTrack Transfer et sa version portail et sa version fichier. Alors je me retourne vers toi, Fadi, pour te demander, lorsque tu échanges avec des trésoriers et que tu leur proposes une solution de traçabilité basée sur un portail bancaire en 2021, comment ils réagissent? Il y a plusieurs réactions. On travaille essentiellement avec des très très grands corporates, hein, donc ils ont une volonté d'automatiser un maximum de choses dans leurs applicatifs. Ce qui fait qu'il y a quelques clients qui peuvent être réfractaires à toutes les solutions web banking. Mais les choses ont pas mal évolué. Il y a plusieurs facteurs qui font ça. Le premier, c'est que nos clients ont un pool bancaire qui est de plus en plus réduit. Ils travaillent avec de moins en moins de banques. Le deuxième, c'est qu'on est ici sur une solution qui a été co-construite avec des clients. Et comme elle a été co-construite, elle répond à des usages bien particuliers. Et en plus, c'est une solution qui a évolué. Je vais prendre peut-être un exemple un peu pour matérialiser ce que je viens de dire, mais on travaille avec un grand acteur de la supply chain. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 1 an, les tensions qu'il pouvait y avoir sur l'achat de masques et de gants. Ça peut paraître anodin, mais c'était extrêmement important à ce moment-là d'avoir l'information sur les paiements, s'ils avaient été correctement exécutés ou pas. Et c'était une information qui n'intéressait pas que le trésorier. Elle pouvait intéresser les acheteurs, des clients de la société de supply chain. Elle pouvait intéresser les opérationnels et elle intéressait aussi le senior management, à la fois de l'entreprise de supply chain et aussi des clients. Et il se trouve qu'on avait des clients communs, donc c'était assez intéressant de voir qu'on pouvait aussi donner cet accès à la fois à des forces commerciales, à des acheteurs, à des opérationnels, et ça évite tout simplement un travail de confirmation, et ça permet au trésorier de se concentrer vraiment uniquement lorsqu'il y a un problème et lorsqu'il peut vraiment apporter de la valeur ajoutée. Quand il y avait ces négociations sur le tarmac, si l'acheteur est au courant que le paiement a été bien exécuté, c'est quand même beaucoup plus confortable pour lui pour aller récupérer sa marchandise. Je suis d'accord avec toi et merci pour cet exemple très, très brûlant d'actualité. Et effectivement, l'idée en fait de cette version portail, c'est vraiment de pouvoir diffuser à l'intérieur de l'entreprise l'information le plus largement possible et que finalement le trésorier ne passe pas trop de temps à traiter des réclamations du type où est mon flux, est-ce que le paiement a bien été exécuté, simplement en donnant un certain nombre d'informations directement à la personne qui a le besoin. La personne qui a le besoin après est autonome dans sa recherche d'informations. Là, on est quand même plus sur du traitement de la réclamation et du flux unitaire. Mais Mathieu nous rappelait ce projet aussi qui s'appelle G4C et qui permet de donner l'information de façon beaucoup plus industrielle. Alors ce sujet-là, lorsque tu l'abordes avec des trésoriers, comment réagissent-ils? Alors oui, tout à fait, Georges. Les trésoriers ont un vrai intérêt sur la data.
Et on le voit au cœur de vos entreprises, le sujet data est de plus en plus important dans les stratégies. Ça fait que ça va booster en fait les échanges qu'on va avoir, ça donne aussi des budgets. Peut-être pour matérialiser un peu ce que je disais avec quelques exemples sur les secteurs d'activité qu'on a évoqués un peu plus tôt. Dans les énergies renouvelables, la data, elle permet des prévisions sur la production et la consommation d'énergie. La data, elle permet aussi de travailler la maintenance, et c'est un sujet qu'on voit aussi dans l'aéro, quand on parle de maintenance prédictive. Quand on regarde nos clients dans la supply chain, la data, elle est utilisée pour le tracking de marchandises, et ça, on le voit tous au jour le jour. Et ce qui est intéressant et caractéristique de la data, c'est qu'aujourd'hui, nos propres clients partagent leur data avec leurs clients. Et donc, ça nous donne aussi des cas d'usage et des idées pour travailler de plus en plus ce sujet. On travaille depuis quelques mois avec plusieurs directions financières et on travaille sur une efficacité opérationnelle accrue. Par efficacité opérationnelle accrue, il y a une recherche d'agilité, c'est-à-dire les décideurs ont la capacité justement de prendre des décisions avec plus de réactivité et plus qualitative parce qu'ils ont l'information. Et cette agilité, elle amène des poches de croissance, mais elle permet aussi de matérialiser une optimisation des coûts. Et tous ces atouts qui sont amenés par la data, aujourd'hui, on sent qu'il y a un développement qui est de plus en plus rapide chez nos clients. Et ce qui est très intéressant dans G4C, c'est qu'on a quelque part un alignement des planètes. On a des cas d'usage et on a un bon standard. Et c'est quelque chose, plus on aura un tel alignement des planètes, plus on pourra utiliser la data justement dans le cash management, et c'est ce qu'on espère. Si pour faire un peu une analogie avec le paiement international et un petit retour sur l'historique, si on regarde dans les années 2000, un paiement international il est effectué par un corporate, il faut qu'il attende son papier, il faut qu'il attende son avis d'opérer ou son relevé d'opération, il y a le temps du publipostage, il y a le temps qui s'est envoyé, il y a surtout un temps de traitement manuel une fois qu'il est reçu. Alors quelques années après, on a réussi à envoyer des PDF, et là en 2018, on a réussi à travailler avec nos clients pour leur permettre d'accéder à une donnée enrichie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et maintenant, en 2020, les clients ont même directement la capacité à traiter cette donnée. Auparavant, il n'y avait que les banques qui maîtrisaient ces standards et ça devait forcément passer par un portail. Et aujourd'hui, c'est différent. Ils ont justement l'accès à cette donnée. Donc pour résumer, on a soit des cas d'usage un petit peu unitaires où on va aller observer dans le cadre d'une réclamation, une transaction, et dans ces cas-là, on est plus sur des cas d'usage autour du web banking, soit on est dans l'anticipation et l'exploitation de la data, et on est plus sur des mécanismes de fichiers, et tout ça est rendu et sera d'autant plus possible que les éditeurs sont déjà présents pour absorber ces flux. Merci Fadi pour ces échanges. Merci à toi, on a été vraiment ravis d'être ici à Univers Swiftnet aujourd'hui, et on vous remercie de nous avoir suivis. C'est notre première fois sur YouTube, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On sera ravis de pouvoir continuer ces échanges avec vous. Et François, nous te laissons le mot de la fin. Fadi, Christian, Georges, Mathieu, merci pour ces éléments très enrichissants. Nous voyons donc les 3 enjeux qui se dégagent au-delà de la digitalisation du parcours client. 1. La traçabilité déjà bien avancée, disponible sur notre portail et qui reste à intégrer dans les échanges EDI, ce en partenariat avec les éditeurs. 2. L'instantanéité, peut-être moins critique, mais déjà en place pour le monde SEPA et en cours d'expérimentation pour les flux internationaux. Nous avons d'ailleurs participé avec succès en 2019 au premier IP entre banques à l'international, depuis l'Australie vers l'Espagne. 3. La prédictibilité. Il s'agit là de donner plus de visibilité sur les frais interbancaires des flux internationaux. Les travaux sont en cours avec Swift pour développer une offre client au plus vite. Un dernier point. Nous organisons régulièrement des clubs clients Natixis. Nous travaillons sur une prochaine édition qui aura lieu dans les prochains mois, avant l'été. Et nous vous réservons bien entendu une édition digitale avec des témoignages clients. Merci encore d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt.